je suis très contente d'être ici parmi vous et de participer à cette initiative ici au salon d'Hélène, cette initiative pour l'aide à soi. Cette aide à soi qui est tellement importante, je pense, qui va prendre de plus en plus de place dans notre vie. Nous comprenons que nous ne pouvons pas déposer la responsabilité et l'autorité de notre santé, de notre bien-être, de notre joie, de notre évolution entre les mains, une fois qu'on est adulte bien sûr, entre les mains des personnes qui, même si elles essayent de faire ce qu'elles peuvent, je ne parle pas de personnes mal intentionnées, ne pourront pas faire mieux que nous, puisqu'elles ne sont pas à l'intérieur de nous. Elles n'ont pas vécu tout ce que nous avons vécu. Et même si elles sont empathiques, elles ne peuvent pas faire à notre place. Je crois que tout ça, nous l'avons compris, et que vous êtes là, avec cette idée. Je me trompe ? Bien. Dans mon idée aujourd'hui, ce n'est pas de faire une conférence, une conférence universitaire. C'est plus de faire un échange, que vous puissiez participer et que vous ayez peut-être une idée un peu plus précise de quelque chose qui nous touche tous en réalité. Plus ça va, ça fait très longtemps que je suis dans la thérapie, depuis l'âge de 20 ans, donc à peu près 30-35 ans, et je suis arrivée à la conclusion, c'est pour ça que je me suis spécialisée dans le thème du trauma. Je suis arrivée à la conclusion que la plupart des problématiques viennent de situations traumatisantes qui n'ont pas été guéries. Et plus ça va, c'est une notion assez récente quand même, et qui se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de techniques spécialisées ou méthodes pour aider à comprendre et résoudre ce qu'on appelle ce fameux syndrome de stress post-traumatique, un ensemble de symptômes correspondant à des séquelles de traumatisme vécu. C'est tout un monde. Vous allez voir que nous sommes tous plus ou moins impliqués, direct et indirectement. Alors je vais vous donner une feuille, et avec cette feuille, nous allons ensemble, ça me permettait de vous donner quelque chose d'un support écrit avec les notions de base par rapport à ce que je vous ai écrit dans le petit papier. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer une technique en soi, c'est quelque chose qui prend un certain temps, il faut un certain environnement, il faut un choix aussi, avoir fait le choix. Ça, vous verrez. Je ne sais pas si vous êtes venu pour vous ou parce que vous accompagnez, vous êtes avec des personnes qui sont en stress. J'espère que cela va vous aider. Donc, je vous laisse faire passer les feuilles. Et je vous demande de ne pas le lire, on va faire ensemble. J'ai amené aussi quelques documents. J'aimerais savoir combien de personnes se sentent directement impliquées parce qu'ils ont vécu ou ils sont proches de personnes traumatisées. Quelqu'un peut signaler ? Ok. Combien de personnes sont venues parce qu'elles accompagnent des personnes qui ont subi des traumatismes ? Si vous voulez que je puisse un peu voir vers où je dirige la... Ok, très bien. Bien. Comme je vous disais, ça va être un échange interactif. Est-ce que quelqu'un voudrait lire le premier encadré, juste le premier paragraphe? Tu veux? Merci Sandra. Le trauma est la cause la plus évitée, ignorée, niée, la moins comprise et la moins traitée de la souffrance humaine. Lorsque j'utilise le mot trauma, je parle des effets affaiblissants dont beaucoup de personnes souffrent après avoir vécu des expériences qu'ils ont perçues comme étant quelque chose qui les écrase ou comme une menace pour leur vie. Merci. Bien, jusque-là, je pense que c'est un point de vue que nous pouvons comprendre. Peter Levine est un docteur en biophysique et en psychologie.
c'est une personne qui a beaucoup fait pour la reconnaissance du trauma. Il a étudié tout le mécanisme du trauma, hein, et c'est pourquoi je vous en parle là, et que je revendique aussi ce que vous voyez écrit. Ça vient de lui, hein, ne croyez pas que c'est tout mon travail. Vous avez un livre de lui qui est très intéressant si vous avez envie de comprendre le mécanisme du trauma, Réveiller le tigre. Cela fait référence à la première consultation qu'il a faite. Il s'est déjà trouvé avec cette situation-là. Et comme c'était quelqu'un quand même un peu connecté, inspiré, et de très honnête, il a voyagé partout dans le monde pour voir comment fonctionnait ce trauma. Il a côtoyé des guérisseurs du monde entier et il a pu faire le pont entre les mécanismes biologiques, biophysiques, en laboratoire parfaitement étudiés et psychologiques, et les mécanismes ou le fonctionnement des thérapies anciennes, chamaniques et autres. Voilà pourquoi je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant, très humain, très compréhensif. Il parle également de ses propres expériences, vous verrez qu'il s'implique. C'est tout un autre univers. En France, donc Peter Levine, suite à tout le travail qu'il a réalisé, c'est grâce à lui d'ailleurs que le syndrome ou la dénomination du syndrome de stress post-traumatique a été reconnue dans le dictionnaire de psychologie. C'est un annuaire qui répertorie toutes les maladies psychologiques, psychiques, mentales. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la reconnaissance du traumatisme. Ce n'est pas le seul, mais il est reconnu dans le monde entier. Il participe dans des ONG, etc. etc. Je vous parlerai d'autres aussi, également. Et pour moi, lui, c'est vraiment quelqu'un qui a ouvert la porte à la reconnaissance du stress post-traumatique. Vous voyez que la préface est faite par Boris Cyrulnik. Est-ce que vous avez entendu parler de lui? Vous avez vu des conférences de lui? Il est vraiment agréable à entendre sur Internet, YouTube. Vous avez un canal qui s'appelle Nantes, Université de Nantes. Il y a pas mal de conférences de lui, hein, et d'autres à propos de tous ces sujets de psychologie très intéressantes. Il faut intervenir des personnes très intéressantes. Je ne suis pas formée en Somatic Experiencing, mais j'ai eu un parcours très semblable à celui de Peter Levine, sauf que lui était beaucoup plus, il était dans le domaine officiel, moi j'étais dans un domaine plus extra-officiel, et en même temps plus spirituel, et en même temps, voilà, les choses se croisent, je comprends bien sa démarche, et c'est à vous de voir jusqu'à quel point vous avez envie de l'étudier, soit pour comprendre, soit il y a d'autres livres, si vous êtes thérapeute, c'est une lecture de base. Par exemple, pour celui-ci, si vous êtes en lien avec des enfants, c'est le livre qu'il a écrit avec des collaborateurs, sur comment accompagner des enfants qui ont vécu des traumatismes ou qui vont vivre des situations potentiellement traumatisantes comme des interventions chirurgicales. Voilà. Puis après, je vous parlerai de ce livre aussi. Bien. Effectivement, donc, le trauma est la cause la plus ignorée. Ça commence à changer. Même toute une série de symptômes, c'est ce qu'on appelle un syndrome, dont on ne connaît pas la cause, on ne sait pas comment ils surgissent et ce qui s'est passé en réalité. Il y a des problématiques, comme nous allons le voir, comme la fibromyalgie ou autres, qui peuvent être directement liées à des traumatismes anciens. Et c'est lorsqu'on travaille sur ces traumatismes que les symptômes s'améliorent et que même on peut aller vers une guérison beaucoup plus facilement. D'accord ? Bien. J'aimerais maintenant faire une précision par rapport au trauma. Dans la définition du trauma, j'utilise la définition de David Berceli qui me semble plus simple. L'explication de Peter Levine est une explication détaillée des processus biochimiques, on comprend bien comment il est arrivé à ça. Il y a une personne qui décrit d'une manière plus simple le système du trauma, c'est David Berceli. Avec son livre, il a développé des techniques, il a travaillé pendant 25 ans, plus de 25 ans avec des ONG, dans des situations dévastées par la guerre. Il a beaucoup d'expérience sur l'accompagnement
des individus et des groupes ayant subi ou qui sont soumis à des situations stressantes. Alors la définition qu'il donne d'abord de stress, vous savez tous ce que c'est que le stress. Le stress arrive lorsque nous devons nous adapter à une situation nouvelle. Jusque-là, le stress n'est pas forcément négatif. Il devient négatif lorsque nous avons du mal à créer des stratégies d'adaptation à une situation et que nous n'avons pas les moyens. Le trauma arrive lorsque la situation nous dépasse largement et nous n'avons pas de moyens de faire face à cette situation. Dans ce cas-là, nous allons développer des mécanismes internes dont nous avons entendu parler. Le mécanisme ça serait quoi quand on est dans une situation qui nous dépasse? Ça dépasse ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ça, c'est une chose. Et avant de s'autoprotéger, parce que ça, c'est vraiment le mécanisme le plus problématique, mais avant, c'est fuir. Mais quand on ne peut pas fuir, qu'est-ce qu'on fait? Avant de se figer, on essaye d'attaquer l'autre. Et souvent, ils vont ensemble, la fuite et l'attaque. Et lorsqu'on ne peut ni fuir, ni attaquer, alors on se fige. Et on se protège. Ce dernier mécanisme, c'est celui que Peter Levine a beaucoup expliqué. Parce qu'il n'était pas compris, n'était pas compris dans le sens de inclus, dans les mécanismes que nous utilisons pour faire face à une situation traumatisante. Et c'est ça sa particularité, la particularité de son travail. Il a compris que le figement et les mécanismes de figement faisaient partie des réponses traumatiques et qui était certainement la plus développée. Pourquoi? Parce que dans notre société, les dangers ne sont plus des dangers qu'il y avait dans la nature, faire face à un animal ou à la guerre. Il faut avoir une certaine contenance ou savoir se tenir en société. En société, on ne peut pas attaquer l'autre comme ça, même verbalement, ce n'est pas bien vu. On ne peut pas s'en aller. Je suis à l'école devant mon prof qui parle, qui insulte les élèves ou qui se moque des élèves, je ne peux pas partir. Je ne peux pas non plus lui dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, il ne me reste qu'une seule solution, c'est le figement. Et ce figement va entraîner progressivement dans le corps des symptômes que nous allons voir maintenant. Bien. Il y a également, nous allons voir les causes du traumatisme maintenant. Quelles sont les causes les plus évidentes? Tu veux bien, ou quelqu'un veut dire les causes du trauma, le premier. Alors, ces causes sont d'abord personnelles. Voilà. Elles dépendent de plusieurs facteurs. La répétition, le temps, l'intensité, les dommages à l'intégrité physique. Les causes évidentes du trauma, la guerre, l'abus infantile sévère, physique, mental, émotionnel ou sexuel, les manques de soins, la trahison ou abandon durant l'enfance, l'expérience de contempler la violence, le viol, les lésions et maladies catastrophiques. Bon, jusque-là, on est tous plus ou moins d'accord que ce sont des causes de stress, de trauma. C'est évident. Prenons quelques instants pour regarder ce point-là. Expérience de contempler la violence. Je trouve là une des causes de ce qu'on appelle le trauma indirect. C'est-à-dire avoir côtoyé un milieu où il y a de la violence, où il y a la guerre, où il y a des mauvais traitements. C'est ce qu'on appelle un traumatisme indirect, qui maintenant est de plus en plus reconnu. Les personnes peuvent être traumatisées, non pas parce qu'elles ont subi un trauma direct, mais indirect. Il existe encore une autre sorte de trauma, disons plus ou moins indirect. On appelle ça l'usure de compassion. Vous savez ce que c'est? Les personnels soignants, les personnes en lien avec des personnes en souffrance constante, vont développer des mécanismes de protection
face à cette souffrance et ils vont devenir apparemment insensibles. Ils doivent se couper de ce qu'ils ressentent parce qu'ils ne peuvent pas faire face à tout ce qu'ils ressentent à l'intérieur. On commence à comprendre qu'en réalité, il n'y a pas un seul de nous, pratiquement dans le monde entier, qui se sauve d'avoir vécu une situation traumatisante ou potentiellement traumatisante. C'est important de comprendre ce point de vue pour moi parce que ça nous permet de voir que quelque part nos comportements sont dysfonctionnels à la base, mais chez nous tous. Et si je peux comprendre ça chez moi, et je l'accepte chez moi et je trouve des moyens, je vais comprendre davantage l'autre, je vais changer mon attitude, ma manière de le voir, et la relation va changer également. Bon, je parle globalement. Ensuite, le mécanisme, il faut guérir le trauma avant de pouvoir lever la tête. Maintenant, nous allons voir les causes potentielles et moins évidentes de trauma. Quelqu'un veut les nommer ou vous voulez qu'on les lise directement? On va les lire directement. Tu veux lire, Marie-Capelle? Vas-y. Accident de voiture mineur, en incluant petite collision, surtout en cas de coup de lapin. Procédure médicale et dentaire invasive, particulièrement si elle s'applique à des enfants anesthésiés ou qui doivent être attachés. L'usage de l'éther accroît la probabilité du traumatisme. Pour les adultes, de nombreux examens médicaux, comme l'examen pelvien, peuvent être expérimentés comme une sorte d'agression, même si nous savons qu'ils sont utiles et nécessaires. Juste une seconde. C'est un point très important. Très important. En tant que thérapeute ou en tant que personne ayant vécu des examens médicaux ou une intervention chirurgicale, il est très important de tenir compte du fait que c'est une intervention qui est potentiellement traumatisante en fonction de comment nous l'avons vécu. Si nous n'avons pas été préparés, on ne nous informe pas de ce qui va se passer. Comment ça va se passer? Il faut savoir que le corps, lorsqu'il est anesthésié, le système nerveux est court-circuité. Ça veut dire que je ne vais pas me rendre compte mentalement, je ne vais pas avoir conscience de ce qui s'est passé, mais mon corps, lui, il s'est rendu compte de tout. Lui, il était là, présent, lors de l'intervention. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu intervention, par exemple, vous savez qu'on met les personnes en salle de réveil. Autrefois, surtout, maintenant ça se fait beaucoup moins, on attachait les gens après l'intervention. Parce qu'ils savaient très bien qu'en se réveillant, ils allaient faire des gestes souvent violents, bouger, c'est-à-dire que le réflexe de fuite qui avait été court-circuité avec l'anesthésie et avec le contrôle de la personne parce qu'elle doit se faire opérer, se réveille à ce moment-là et la personne part en courant, elle se défait de tout. Et puis là, les points de suture, etc., il ne faut pas que ça pourrait se déchirer, etc. Bien, maintenant, on comprend un peu mieux ça. C'est le même phénomène que trouvent les pompiers lorsque des personnes ont eu des accidents de voiture. Il y a des réactions qui sont vraiment très personnelles. Dans les expériences qui sont décrites par des personnes qui accompagnent dans le cas par exemple, des vétérans, je me souviens pas une expérience, mais un vécu qui avait été raconté pour montrer combien nous répondons différemment aux situations de stress. Lors d'une attaque, un groupe de soldats a reçu un obus tout proche de là où ils étaient. Ils sont chacun partis de leur côté. Certains sont partis en courant, d'autres sont partis en criant, d'autres se sont mis à trembler. Et il y en a même un qui est parti, a fait des kilomètres, et quand ils ont réussi à l'arrêter, il s'est arrêté. Ils ont vu qu'il avait une énorme plaie dans la jambe. Et lorsqu'ils lui ont demandé, mais vous n'avez pas mal? Non, j'ai pas mal. Lorsqu'ils ont vu sa blessure, c'est là qu'il a eu mal. Vous voyez, les mécanismes du trauma sont assez particuliers. Bien, et c'est important de comprendre pour pouvoir accompagner et éviter que cela entraîne des conséquences que nous allons voir tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a... On continue un peu. Chute. Chute et autres lésions mineures, surtout lorsque sont impliqués des enfants ou des personnes âgées. Par exemple, une chute à bicyclette. Désastres naturels tels que tremblements de terre, ouragans, tornades, incendies et inondations. Immobilisation prolongée, en particulier chez les enfants, plâtre et attelle durant de longues périodes pour traiter la scoliose ou autre par exemple. Maladie, en particulier lorsqu'il y a une forte fièvre ou empoisonnement accidentel. Rester seul, en particulier chez les petits et les bébés. Ça, je pense que c'est très répandu, très, très connu. Autrefois d'ailleurs, je sais que ma mère, par exemple, elle a vécu l'emmaillotement. Les bébés étaient emmaillotés parce qu'on pensait qu'ils n'allaient pas pouvoir se mettre tout droit si on ne les emmaillotait pas. Donc depuis tout bébé, ils ne pouvaient pas utiliser la position fétale de protection. Ils étaient obligés de rester comme ça. Vous imaginez ce que ça donne après. D'autant plus que lorsque le traumatisme a lieu durant l'enfance, il y a une différence avec le traumatisme de l'adulte. L'adulte a déjà développé des mécanismes de défense. Il a déjà développé une structure mentale qui lui permet de au minimum comprendre ce qui se passe. L'enfant, lorsqu'il vit des situations traumatisantes, qui en plus il ne comprend pas, sont et quotidiennes, elles sont intégrées dans le développement du cerveau. Donc il va considérer qu'elles sont normales. Je ne sais pas si vous avez vu le film Human. Vous l'avez vu de... Comment s'appelle le photographe qui fait des photos tango ? Yann Arthur Bertrand. Voilà, ce film, je vous le recommande. À un moment donné, les visages. Voilà, des personnes qui expliquent un peu leur expérience. À un moment donné, on voit une personne qui a vécu de peau noire, qui a vécu en prison et qui expliquait que toute sa vie, il avait été battu par son père. Et son père lui disait « c'est parce que je t'aime ». Il explique que ce n'est qu'en prison qu'il a compris que cela était une relation dysfonctionnelle, nocive. Hein? Il a compris que l'amour, ce n'était pas ça. Mais pour lui, aimer, c'était maltraiter quelqu'un. Et c'est ce qu'il faisait. Et c'est ça qui l'a amené en prison. Vous voyez la différence du traumatisme chez l'enfant et l'adulte peut encore faire la différence s'il n'a pas été trop traumatisé. Mais l'enfant ne peut pas trop faire la différence. C'est comme ça qu'on comprend également ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Lorsque les personnes ont été kidnappées, elles ont été maltraitées ou maltraitées, elles défendent l'agresseur. Elles finissent par être en empathie avec lui et comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Il faut trouver une justification qui permette de tenir. Donc, elles vont défendre l'agresseur et se mettre à sa place. Ils oublient complètement leur souffrance et ils justifient l'acte que l'autre a réalisé. Il reste quelques points. Maladie, oui, voilà. Donc, maladie, en particulier lorsqu'il y a forte fièvre ou empoisonnement accidentel. Oui, rester seul. Le fait d'avoir été malade peut laisser des traces traumatisantes. Et la personne, elle est traumatisée d'avoir été malade. Le fait d'avoir... Parce que cela implique des sensations corporelles qui parfois sont inquiétantes, comme par exemple difficulté à respirer. Et à chaque fois que j'ai du mal à respirer, je suis en train de réactiver le trauma et la mémoire de la maladie. Bon, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais c'est pour que vous voyez jusqu'à quel point nous vivons des situations qui nous dépassent. Et nous vivons toute notre vie avec plein de situations où nous sommes complètement dépassés. Et nous ne prenons pas le temps de régler ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que, à part le fait que la société, elle fonctionne d'une manière dysfonctionnelle, je ne vais pas rentrer dans ça, le pire de tout ça, et puis que nous devons quand même faire face à des situations qui nous dépassent, ça fait partie de notre apprentissage, de notre évolution. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de résoudre ça. Le problème est là. Qu'il n'y a pas dans notre société des actes, des moyens pour reconnaître qu'il y a eu quelque chose qui nous a dépassé et que nous mettions les moyens pour ça.
Il y en a plus dans les sociétés primitives ou dans les sociétés anciennes, parce qu'il y a un autre rythme de vie, parce qu'il y a un sens de la communauté. Et on sait que quand une personne ne va pas bien, ça implique toute la communauté et tout le monde y met du sien. Alors que dans notre société, c'est plus difficile. Je te laisse finir. Donc, rester seul, en particulier chez les petits et les bébés. Exposition à la chaleur ou au froid extrême, en particulier pour les bébés et petits-enfants. Bruit fort, soudain, en particulier pour les bébés et petits-enfants. Tension durant la naissance, aussi bien chez la mère que l'enfant. Ça, c'est des causes assez reconnues. Okay. Et les deux autres moins évidentes, dont je vous ai parlé avant, le trauma indirect et l'usure de compassion. Bien, jusque-là, ça va, c'est quelque chose que compréhensible. Bien. On va regarder quelque chose de plus direct. Quels sont les symptômes qui apparaissent, les symptômes les plus habituels qui nous indiquent qu'il y aurait un stress post-traumatique? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être? Si vous avez étudié la question un peu. N'hésitez pas, parce que de toute manière, il sera inclus. Si ce n'est pas dans les symptômes les plus habituels, ça sera dans les symptômes les moins... Vivre très vite, parler très vite, oui. Une urgence, on ne contacte pas forcément l'urgence interne, mais... Oui, être dans un état d'accélération, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivation. On vit d'une manière accélérée, on essaye de ne pas ressentir. Parce que si on ressent, tout va remonter. Pourquoi? Parce que dans le corps, nous avons des mécanismes de guérison naturelle. Le corps va toujours aller vers l'équilibre, toujours aller vers l'homéostasie. Donc, il va faire tout son possible pour décharger les tensions physiques, émotionnelles et mentales liées au traumatisme. Il veut résoudre. Le corps, la personne, quelque part, et puis elle a les moyens. Donc, respiration accélérée, superficielle, transpiration, tension musculaire, des fourmillements, des spasmes, les chairs de poule. Oui, les chairs de poule, ça fait partie des mécanismes, ça dépend si c'est en dehors du contexte ou pas. De la peur, par exemple. Oui, de la peur pour tout. Et au niveau mental, c'est ce que tu décrivais, Armelle, c'est donc être en accélération, augmentation des pensées récurrentes, accélération mentale et préoccupation. Être tout le temps dans la préoccupation. Il faut savoir que lorsque nous avons été en situation de danger, habituellement, c'est le système orthosympathique qui s'active pour favoriser les fonctions de fuite ou d'attaque, dans un premier temps. Lorsque le système orthosympathique se déclenche, nous fabriquons de l'adrénaline et du cortisol, essentiellement. Lorsque la situation de danger cesse, normalement, nous ne fabriquons plus d'adrénaline et nous devons après prendre le temps, le corps doit prendre le temps d'éliminer le surplus d'adrénaline. Si la situation traumatisante se perpétue, parce que je vis dans un milieu violent ou de maltraitance psychique et physique ou autre, ou en temps de guerre, ou que je suis hospitalisée, je suis hospitalisée pendant une longue période, que je vois de la souffrance à côté de moi ou que je suis inquiet par ma situation, le taux d'adrénaline, la fabrication, ce surplus d'adrénaline va être fabriqué de manière automatique. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fabrique de l'adrénaline pour me défendre d'une situation, fuir ou attaquer, c'est que le corps me met dans cet état à chaque fois automatiquement. On connaît tous, on se défend, on est agressif verbalement, ça correspond à ça, un automatisme dans les mécanismes de défense. Bien, l'autre symptôme très connu, c'est l'oppression. On se sent serré, opprimé, on ne peut pas respirer, difficulté respiratoire. Voilà. Lorsqu'on a un seul symptôme, ce n'est pas indication de trauma. Il faut qu'il y ait au moins 3 ou 4 symptômes en même temps.
D'accord. D'autres? Vous avez... Allez-y, vous pouvez dire ce que vous lisez, il n'y a pas de... Ne pas se sentir libre. Voilà, ça fait Toujours avoir partie. l'impression qu'on nous réprime, Mhm. d'oppression. L'oppression, ça fait partie des sensations de paralysie, de blocage, inhibition du système digestif. Bien, vous lirez plus tranquillement si vous voulez après. Dissociation. Qu'est-ce que la dissociation? Je me déconnecte de moi-même. Je ne ressens pas tout ce que je pourrais ressentir. Je ne ressens pas les sensations désagréables, mais je ne ressens pas non plus la joie, le bien-être. Je ne me sens pas vivante. J'ai des difficultés à me sentir vivante, j'ai des difficultés à avoir de la joie. Parce que la joie, c'est une conséquence d'une bonne circulation de l'énergie, de vraiment bien habiter mon corps et ressentir tout mon corps. Bien, le déni, c'est une forme de dissociation plus poussée. Là, vraiment, carrément, je n'accepte pas et je nie carrément que j'ai un problème. Il est arrivé parfois, on trouve parfois lorsque des personnes ont vécu surtout des abus avec agression très forte, et les personnes arrivent parfois en consultation, soit parce qu'on les a amenées, soit parce qu'ils ont des symptômes, et quelque part elles se trouvent devant le psychologue, le psychiatre ou le thérapeute. Et c'est non, mais moi il m'est rien arrivé. Oui, ce monsieur, j'ai croisé ce monsieur dans la rue, il m'a amené chez lui, il m'a donné un thé, et puis il s'est rien passé. Alors qu'on sait qu'on a retrouvé cette personne attachée dans la ville. Vous voyez, il y a eu une intervention de la police, et on sait qu'il y a eu tellement la déconnexion est importante. Et sans elle, d'ailleurs, on ne pourrait pas survivre, on ne pourrait pas continuer à vivre. Le problème, c'est que si elle se perpétue, la personne, elle ne peut pas vivre non plus. Je sais qu'en ostéopathie, on trouve souvent ce cas où les gens, vraiment, on travaille sur les muscles fortement et ils ne sentent rien. C'est comme du bois. Elles sont déconnectées des sensations physiques. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Oui, tout à fait. Le risque, ce serait une décompression directe de la personne qui doit se faire par palier vraiment très... C'est pas forcément global, c'est local. C'est localisé, c'est par zone. Et avec le temps, les symptômes grandissent. Mais la vie nous donne souvent beaucoup d'opportunités. Toutes ces opportunités d'amour, de compréhension, de chaleur, de pleurer, de trembler, toutes ces occasions-là nous aident à décharger, même si on ne sait pas que c'est en lien direct avec un traumatisme ou un autre. C'est à ça que je veux venir tout à l'heure. Comment récupérer ces mécanismes de résilience? Mécanismes physiologiques, mécanismes émotionnels et mécanismes mentaux. Mais le plus gros problème, la plupart du temps, c'est le physique. Nous avons très peur de notre corps, des sensations physiques. Parce qu'elles ont été brimées. C'est pas bien aussi de pleurer. C'est pas bien, oui. On n'a pas appris à pleurer devant tout le monde. Oui. Par exemple. On a oublié de trembler. On ne sait plus trembler. Bien, le sentiment de vulnérabilité, l'immobilité et la congélation. On en a parlé tout à l'heure. On sait que là, on est dans une situation où on se fait harceler et on ne réagit pas. On ne bouge pas. On n'arrive pas à sortir de là. Ni mentalement, ni physiquement. Ni verbalement. Excuse-moi, c'est quoi l'inhibition du système digestif? Ça veut dire que les fonctions digestives ne se réalisent plus correctement. Ah d'accord. Il n'y a plus la production d'enzymes, il n'y a plus les mouvements de broiement des aliments au niveau de l'estomac ou les mouvements péristaltiques, par exemple. La constipation, c'est une conséquence. Et les parasitages aussi. Le docteur Monia Salmona en parle, pardon, des parasitages, tout ce qui est intestinal. Oui, la prolifération des parasites et toutes les dysfonctions. Voilà, entre autres, et tous les dysfonctions. Très bien. La compulsion, et ça c'est très important, à répéter les actions qui ont causé le trauma précédent. Collapser, comment tu le définis? Le collapsus, Ouais. Le collapsus, ça c'est un degré plus important de dysfonctionnement. Ça, vraiment, l'organe ou la partie ne fonctionne plus. Et on commence à sentir qu'on ne peut plus bouger le bras. D'accord, parce qu'on s'est bloqué complètement. D'accord.
On ne peut plus faire de mouvement. Les épaules gelées, par exemple. L'épaule gelée. Sur- C'est des choses qui ne se voient pas trop au début, mais avec l'âge, ça se voit. Voûte, vous connaissez la posture de fuite inhibée, c'est la personne qui est comme ça. C'est la posture de... Parce que quand je fuis, je fais comme ça. Mais si elle était inhibée, elle reste là, figée, elle n'a pas été déchargée. Ou la posture de protection, de figement, de repli, la personne qui est comme ça. D'accord ? Très bien. La compulsion à répéter ces actions, ça c'est le mécanisme que les psychologues ont beaucoup étudié. Et que, comment elle s'appelle ? Elle s'appelait la maman de Carlos. Françoise Dolto était une experte. Elle observait les enfants. Pourquoi les enfants rejouent des fois un jeu tout le temps. Ils sont en train de désamorcer jusqu'à trouver la solution intérieure, la posture intérieure, les bons mots, la bonne attitude pour savoir faire face à cette situation la prochaine fois. Pourquoi certaines personnes, nous savons qu'elles ont des problèmes avec d'autres personnes et puis elles s'exposent à nouveau avec le même type de personnes, avec le même type de situation. Ça n'a pas été résolu intérieurement, on n'a pas trouvé des solutions et on répète la situation. Et ça peut amener à des situations graves comme la mort. Hein. C'est ce qu'on appelle souvent des actes manqués aussi. Et pourquoi acte manqué? Parce que la personne n'a pas... Pardon? Pourquoi acte manqué? Pardon. Parce que la personne, elle a voulu trouver une solution et elle a réalisé le même acte que précédemment. C'est le cas des prostituées. Souvent, les prostituées sont des personnes qui ont été abusées sexuellement dans l'enfance. C'est une situation qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été résolue. Elle rejoue pour essayer de trouver comment s'en sortir. Ouais, mais c'est plus complexe que ça. C'est parce qu'il y a aussi un amalgame avec le corps physique. Il y a quelque chose qui est quand même plus emmêlé, fusionné que... Oui, mais le trauma est physique. Hein. Même si le trauma est surtout dans un abus physique, dans un viol, le trauma est physique aussi. Il n'est pas que mental et émotionnel. De toute façon, on n'est pas séparés de notre corps. Notre corps, c'est notre véhicule. Et tout ce qui nous arrive, que ce soit mental, émotionnel, va se traduire dans le corps. On ne peut pas échapper. Notre corps, il est le reflet, c'est pas que le visage qui est le reflet de l'âme. Tout le corps. Et s'il y a une partie de mon corps qui ne bouge pas, il y a un problème. Sûr et certain. Je me trompe, monsieur le Socrate. On collabore ensemble, c'est pour ça que... Très bien. Premiers symptômes qui apparaissent. Quelqu'un veut les dire? Non, j'ai une question par rapport à ce que bien vous sûr. venez de dire. L'histoire des dents. On dit que les dents, alors je voudrais savoir, entre la poule et l'œuf, alors est-ce que parce qu'on a des dents implantées d'une certaine façon, on va avoir des dysfonctionnements, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est parce qu'on a vécu des choses, peut-être in utero, j'en sais rien, que les dents, j'aimerais voir plus clair par rapport à ça. Je comprends. Bon, je dirais que c'est une interaction des deux, mais je pense que tu vas pouvoir répondre mieux à cette question. Ce que j'ai appris sur les dents, c'est que ça marche comme des fusibles. C'est-à-dire que ça peut emmagasiner une certaine charge, et quand il y a une dent qui se dévitalise ou qui est attaquée par une carie, c'est qu'elle n'a plus la capacité pour se défendre, c'est que derrière, il y a dû avoir une émotion ou un trauma qui... Sur la position des dents, sur l'occlusion en fait. Sur l'occlusion. Qu'est-ce qui vient avant? Il y a eu des tensions qui créent une mauvaise utilisation Dans des la plupart occlusions. des cas, ça vient d'un développement embryonnaire ou aussi que l'enfant ne grandit pas de manière, on va dire, homogène et correcte parce qu'il a eu des handicaps à la naissance, notamment par la forme du crâne. Les enfants qui ont des plagiocéphalies, un crâne qui est des fois bombé ou un peu déformé, À la naissance. ça ne permet pas que l'occlusion, les dents se développent aussi correctement. Et que, par exemple, les maxillaires aient tout l'espace nécessaire pour se développer et laisser l'espace après à l'articulation temporomandibulaire.
Alors c'est sûr que le développement fœtal est très important, ce que l'enfant a vécu dans le ventre de sa mère, les informations qu'il a reçues, vont déterminer beaucoup de choses. En principe, nous sommes marqués par ce qui s'est passé entre la conception et l'âge de 7 ans. Tout le reste, ce sont des répétitions, jusqu'à ce qu'on résolve, globalement parlant. Donc on peut trouver la plupart des causes premières dans cette vie entre la conception et l'âge de 7 ans. Ce qui va se passer ensuite, la manifestation par exemple d'une mauvaise occlusion, une occlusion, les dents plus en avant ou plus en arrière, dépendent de la réponse face aux situations de danger. Nous ne répondons pas tous de la même manière. Mais il est évident qu'un mauvais positionnement des os du crâne, comme la mâchoire elle est liée à cette articulation-là au crâne, toutes ces tensions vont se transmettre dans le crâne. Il y a d'autres raisons, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu toutes les phases de développement vers la marche, c'est-à-dire pouvoir se tourner d'un côté, pouvoir se tourner de l'autre, le bébé, pouvoir se mettre à 4 pattes, marcher à 4 pattes, ramper. Si le bébé ne réalise pas toutes ses fonctions et qu'il se met directement debout, il n'a pas renforcé, il n'a pas utilisé certaines parties de son anatomie. Et cela va avoir des conséquences. Ça sera des compensations. C'est dans la plupart des cas, c'est pratiquement toujours comme ça. On va dire dans 10%, ça peut venir à l'âge adulte. Et vu que le crâne, cette région-là, elle répond beaucoup aux émotions et beaucoup à ces traumatismes, ça peut créer des lésions volontaires. Peu de dans cas. ce cas-là, c'est dans votre cas, dans l'autre sens. Voilà. Ça arrive aussi, mais c'est plus rare. Il ne faut pas oublier que dans la tête, il y a tout notre système de perception. Et dans le traumatisme, notre système de perception est saturé. Ce que l'on voit nous dépasse. Ce que l'on entend est insupportable. Ce que l'on sent par le nez, les odeurs peuvent être liées aussi. Ça peut être des odeurs très désagréables, constantes. Qui plus est, il y a de l'information dans les odeurs, les phéromones, etc. Et le fait de ne pas pouvoir parler, ne pas pouvoir parler ou déglutir correctement, ce que l'on met dans la bouche, tout ce qu'on met dans la bouche, peut créer des tensions également. Ou ne pas pouvoir manifester une expression, par exemple, de dégoût. On est surveillé, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête de faire cette tête. Je pensais aux enfants qui sucent leur pouce et parfois comme ça a aussi une action sur le palais. Oui, c'est ça ce qu'on appelle les traumatismes de développement physiologique. Mais en fait, tout ça c'est très complexe. L'enfant suce le pouce parce que le fait de réaliser la succion va dégager au niveau des os du crâne et favoriser la fabrication d'endorphines. C'est un calmant. Non, l'enfant qui suce trop son pouce indique que l'enfant est souvent angoissé et inquiet. Il faut aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ça peut avoir respiration, bon, Après on rentre dans des cas. Premier symptôme. Bien, premier symptôme. Quelqu'un veut les dire? Oui, Julie, merci. Hypervigilance, être sur le qui-vive tout le temps. On connaît. Image intrusive ou souvenir soudain. Qui n'a pas vécu ça? Hypersensible à la lumière et au son. Ça, on ne savait pas trop, que les sons trop forts ou il y a trop de luminosité, ça me fait mal à l'œil. L'œil est trop tendu et il ne peut pas recevoir les impulsions lumineuses. Hyperactivité, réponse exagérément émotionnelle et soudaine. Une personne qui passe d'un état joyeux à tout à coup à un état de déprime ou un état agressif d'un seul coup. Et on ne sait pas pourquoi ni comment. Mauvais rêves, cauchemars et terreurs nocturnes. Changement d'humeur soudain, réaction de rage, caprice ou pleurs fréquents. Oui, les réponses exagérément émotionnelles soudaines, ça veut dire les personnes qui se sentent souvent vexées. Susceptibles, très susceptibles. Un rien, ils se sentent blessés pour un rien. Hypersensibilité. Oui, c'est ça.
Donc honte et manque d'estime de soi. Réduction dans la capacité à faire face au stress. Se sentir facile et fréquemment stressé. Dépassé. On est facilement dépassé, on est stressé parce qu'on doit aller poster une lettre, on est stressé, voilà. Parce qu'on doit conduire. Parce qu'on doit conduire, parce qu'on va recevoir de la visite, parce qu'on va recevoir de la visite, parce que... Difficulté à l'endormissement. Voilà. Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'on a un de ces symptômes qu'on souffre de stress post-traumatique. Il faut qu'il y ait au moins 5 ou 6 paramètres pour que... Et de toute manière, on va retrouver qu'à des moments de notre vie, à certains moments de notre vie, nous avons eu ces symptômes-là, qu'on pourrait expliquer par un trauma. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas réussi à évacuer ou qu'on ne va pas mieux, hein, c'est mieux. On a quand même des mécanismes qui nous aident à nous en sortir. En réalité, pourquoi personnellement, je me suis intéressée à ce sujet-là. Depuis toute petite, je vois de la souffrance. Mes grands-parents avaient un hôtel à Lourdes, dont je voyais tout le temps des gens malades. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi la souffrance? Pourquoi on souffre? Et dans ma vie, il y a eu cette quête-là de comprendre la souffrance. Mais j'ai vu également la capacité que nous avons à nous en sortir, qui est extraordinaire. Et c'est ça qui me motive à partager l'information, à faire des ateliers, à accompagner des gens. C'est ça qui me motive. Cette capacité intérieure qui est notre capacité de vie, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Elle se manifeste de multiples façons. D'autre part, je trouve dommage qu'avec l'âge, le fait de ne pas avoir résolu un minimum ces traumatismes, ne serait-ce que sur le plan physique, amène à un vécu de l'âge adulte, de la vieillesse, difficile. Une fois qu'on a tout donné, que l'on a fait de notre mieux pour notre environnement, notre communauté, la société, on se retrouve isolé, ce qui augmente encore plus nos systèmes de perception diminuent, dû au traumatisme, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu qui nous a fait souffrir, notre capacité visuelle diminue. En partie, c'est dû à ça, une autre partie est due à l'alimentation, le mode de vie, etc. D'accord. Mais une bonne partie est due à ça. Et lorsque les systèmes de perception ne fonctionnent pas bien, que je n'entends pas bien, que je ne vois pas bien, je vais en retrait, je m'isole. Je me coupe. Il n'y a plus de vie sociale. C'est un des symptômes clairs de traumatisme, la difficulté à établir des relations et à échanger. Pourquoi? Entre autres, vous avez entendu parler des fameux neurones miroirs? C'est un neurologue italien qui a découvert ça. C'est un des mécanismes de l'empathie. Le bébé, depuis tout petit, regarde sa mère et imite sa mère, les gestes de sa mère et de son entourage. Et comment il le fait? Pourquoi il peut le faire? Parce qu'il a des neurones dans son cerveau qui fonctionnent comme ça. Dès qu'il va avoir un visage, automatiquement il va adopter la même position, le même faciès. Et en adoptant ce faciès, il va ressentir des choses à l'intérieur. Et il va pouvoir identifier, il va savoir que quand je suis joyeuse, c'est comme ça. Quand je suis triste, c'est comme ça. Donc il va pouvoir... Mais une personne qui a été traumatisée ne peut pas exprimer et ne peut pas reconnaître ce qui se passe dans le visage de la personne qui est en face. Donc, il n'y a plus d'empathie, la relation est difficile. Ça vous rappelle quelque chose? C'est très 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 connu. La difficulté à regarder dans les yeux de quelqu'un est une indication de la difficulté que nous avons à établir un lien. Donc quand nous verrons une personne qui a des difficultés au niveau du regard, ayons de la compassion pour cette personne. Parce que vraiment, elle souffre. Vraiment. Très bien. Symptômes plus tardifs, même des années après. Qui voudrait dire, s'il vous plaît? Oui. De panique, d'anxiété et phobie. Avoir des blancs, expérimenter un sentiment de déconnexion. Comportement d'évitement, lieu, activité, mouvement, souvenir ou personne. Être attiré par des situations dangereuses.
Comportement de dépendance envers la nourriture, boire, fumer. Activité sexuelle exagérée ou diminuée. Amnésie et tendance à oublier les choses. Incapacité à aimer, prendre soin ou créer des liens avec d'autres individus. Automutilation, abus sévères, coupure auto-infligée. Perte de croyances aux repères spirituels, religieuses et interpersonnelles. Combien de personnes, à cause d'un traumatisme, voient leur foi, leur confiance. C'est la première chose qui tombe par terre, la confiance en soi. Parce que je n'ai plus confiance dans ce que je ressens. La confiance en soi est basée sur le fait que j'ai confiance. Si je ressens quelque chose, je ressens un danger, je fuis et je suis sauvée. J'ai confiance en moi. Mais si mon corps ne répond pas à ce qui se passe et que je subis de plus en plus de choses, je n'ai plus confiance en moi, en ce que je ressens. Donc une bonne partie de la guérison du trauma, c'est de récupérer confiance dans ce que je ressens, ce que je pense, ce que je crée. Puis les symptômes qui apparaissent longtemps après, et puis on ne savait pas. Et en fait, ça peut très bien être dû à un traumatisme ancien, comme avoir eu froid durant toute mon enfance. Parce que j'avais un petit problème de thyroïde et j'étais plus frileux que les autres, ou parce que mes parents ne faisaient pas attention, ou parce que j'étais obligée, je ne pouvais pas mettre de pantalon parce que j'étais dans une école de nonnes. Vous avez compris, non? Très bien, symptômes qui apparaissent longtemps après. Timidité excessive, réponse émotionnelle effacée, incapacité à assumer ses engagements, fatigue chronique ou un bas niveau d'énergie physique, problèmes avec le système immunitaire et certains problèmes endocriniens tels que dysfonctionnement endocrinien et sensibilité aux changements environnementaux, climatiques par exemple, maladies psychosomatiques et en particulier les migraines, les problèmes de dos et du cou, douleurs chroniques, fibromyalgie, asthme, désordre de la peau, problèmes digestifs, côlon irritable, spasmes, syndrome prémenstruel sévère, dépression et sentiment que quelque chose de grave va arriver, sentiment de détachement exagéré, d'aliénation et d'isolement, sentiment d'être un mort-vivant, réduction de la capacité à planifier. Voilà. On retrouve ces symptômes surtout chez les vétérans. Ce sont des personnes qui ont vécu pendant longtemps une situation de guerre. Et je ne sais pas si vous savez, les vétérans de la deuxième guerre, du Vietnam aux États-Unis, eh bien, la moitié sont décédés. La moitié des soldats sont décédés. Et parmi les vétérans, la moitié se sont suicidés. C'est très fort parce qu'ils étaient drogués en plus. Je sais plus ce que c'était, du H ou je sais pas quoi, pour qu'ils aillent. Donc là, c'était encore un degré supplémentaire de. Et dans les expériences qu'ils racontent, ils disent ils peuvent être parfaitement conscients, ils ont des sentiments de haine, de colère. Vous connaissez la typique phénomène du vétéran lorsqu'il revient. La petite fille, le matin, va réveiller son papa, toute contente, et le père la colle contre le lit et commence à l'étrangler. Parce qu'il ne peut pas faire la différence. Il y a une odeur, un son, quelque chose réveille la situation d'alerte, et il se croit encore. Et cela est la cause principale des séparations, ils deviennent SDF, c'est vraiment dramatique. La plupart de ces personnes-là, soit elles ont adopté une stratégie de isolement et de paralysie. Ils deviennent de plus en plus malades, ils ont des maladies, ils ne peuvent pas bouger, voilà, ils ne peuvent rien faire pour ne pas faire du mal aux autres, ou ils ont été vraiment paralysés par la peur. Ou alors, ce sont des personnes agressives qui ont mauvais caractère, très mauvais caractère. Vous avez dû en connaître.
Bien, voilà pour un petit peu le panorama. J'espère que ça vous aurait donné des informations de compréhension. Est-ce que vous avez, avant de faire la dernière partie, vous avez des questions? Vous avez des commentaires? J'espère que ça ne vous a pas trop démoralisé. Oui, Et à partir de combien de le rire, symptômes le rire. considéré comme étant atteint, entre guillemets? Parce que vous disiez que c'est pas parce qu'on 4 en a ou 5. 4 ou 5. 4 ou 5, oui. C'est une nuance surtout. On est tous un peu traumatisés. Oui, Tout à fait. Tout à fait. Faites plus en coche de croix et plus... De toute façon, on sait ce qu'on a vécu dans notre vie. Oui. Mais bon, voyez le rire. C'est un mécanisme de guérison. On évacue des tensions, qui est très important. Ok. Par contre, il y a d'autres mécanismes qui sont plus enterrés et qui nous font un peu plus peur, comme le mécanisme d'attaque. Ce mécanisme-là, il est très, très, très brimé. Et si je veux récupérer ma capacité à me sentir vivante et à me défendre, il faut que j'arrive à ne pas avoir peur de mon mécanisme d'attaque. Le vrai mécanisme d'attaque, c'est un mécanisme où je vais aller vers l'autre, lui faire face. Je n'ai pas peur de le faire, mon corps répond, évidemment je vais être sous tension, mais je vais mesurer ma force. Je suis capable de mesurer ma force. Je ne vais pas aller écraser quelqu'un de plus faible. Je vais simplement montrer, je ne vais pas me laisser faire. Je lui montre, ou verbalement, corporellement, gestuellement, et même énergétiquement. Je n'ai pas parlé de la partie énergétique aujourd'hui, mais je l'inclus dans tous les accompagnements, les ateliers. La partie énergétique, elle est très intéressante, parce que sans besoin de mots, sans besoin de gestes du corps, rien qu'avec l'énergie, on peut... Peut-être que vous avez entendu ou lu des histoires liées à des maîtres samouraïs, des maîtres taoïstes. Non, vous n'avez pas entendu. Il y a un livre qui s'appelle Les Contes du Tao, ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas le mettre, je vais le ramener. On raconte de véritables histoires liées à des maîtres en arts martiaux qui ont eu lieu. Par exemple, l'histoire d'un maître très connu, excusez-moi, mais les noms, c'est compliqué pour moi de les retenir en général, et en plus, j'ai plus une mémoire affective qu'une mémoire... Donc, ce maître-là, on raconte de lui qu'il avait une cape très spéciale. Et cette cape, il l'amenait avec lui très souvent. Une fois, il rentrait tard chez lui, vers son dojo, et il se voit entouré par des gens qui l'attaquaient. Il devait y avoir 5 ou 9 personnes. Il y avait une huitaine, 6 ou 8 personnes, un bon nombre. Il a vu qu'il ne pouvait pas échapper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est recroquevillé, s'est mis sous sa cape. Ils n'ont pas arrêté de lui donner des coups et des coups et des coups avec les pieds, avec la... Le lendemain matin, on voit le maître apparaître devant ses disciples pour la leçon ou le cours du jour. Impeccable, sans rien. Mais c'est une histoire vraie, ce que je vous raconte. Sans rien. Et tous les autres attaquants étaient malades, avec des douleurs, des blessures, des bleus chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne avait vraiment compris. Et tous les coups, toutes les vibrations, tous les coups qu'il voulait donner, voilà. Il avait adopté imaginez la gestion corporelle de cet homme. Imaginez de quoi nous sommes capables. Seulement lui, il a appris depuis tout petit. Nous, il n'y a pas beaucoup de choses que nous avons appris dans ce sens. Donc tous les coups qu'il donnait revenaient à l'envoyeur. Donc ils ont été eux-mêmes. Vous voyez? Donc on en a des capacités merveilleuses. Et c'est ce que on met à profit dans les ateliers, dans les cours. Récupérer, les personnes qui me connaissent savent que une de mes devises ou ce qui me motive, c'est que chaque personne récupère sa propre capacité, son autorité personnelle sur son corps, son mental, son esprit, l'autonomie,
la confiance en soi. Vous avez d'autres questions? Il me reste à parler de la dernière phase. Alors, soit il n'y a pas eu de doute, soit vous n'avez pas envie de savoir plus, soit il y a trop d'informations et vous avez besoin de digérer. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. On aurait pu faire autrement, on aurait pu faire un cours juste pour au moins avoir une technique de... mais bon, ça viendra après, c'est plus un atelier ça, c'est pas une présentation. Bien. Vous avez ici dans la dernière page en quoi consistent les ateliers. Je propose des ateliers de une semaine afin de vivre un minimum incorporé et débloquer le mécanisme de résilience, le mécanisme pour faire face au traumatisme. Il y a des personnes qui auront plus le mécanisme de fuite bloqué. Le mécanisme de fuite implique que je puisse utiliser mes genoux, mes jambes, mes épaules de manière coordonnée. Donc il y a des personnes qui ont ces mécanismes bloqués. Il y a des personnes qui ont le mécanisme d'attaque bloqué. Mais quand je dis attaque, comprenez-moi bien. C'est le fait de pouvoir me défendre et pouvoir repousser quelqu'un, simplement. Je parle de quelque chose de sain. Il y a des personnes, et la plupart du temps c'est comme ça, nous avons le mécanisme de paralysie actif. Et le mécanisme d'autorégulation, de repos, il est soit hyperactif, on est tout le temps fatigué, on n'a pas envie de bouger, on est déprimé, ou tout le contraire. On ne supporte pas d'être en repos, on ne peut pas avoir des respirations profondes, tout ça réveille des angoisses. Et si on bloque le mécanisme de réparation, d'autoréparation, et qu'on ne peut pas se reposer profondément, il y a beaucoup d'autres problématiques qui apparaissent. Il nous faut un équilibre entre le système orthosympathique et le système parasympathique. Je parle seulement de la partie du système neurovégétatif, le système autonome. Voilà, donc vous avez ici décrit les 4 phases que Peter Levine a décrit pour désamorcer les mécanismes du traumatisme et apprendre à décharger. Mais celui-là, j'en ai programmé un en mois de juillet, parce qu'il y avait des personnes qui me le demandaient depuis l'année dernière et qui ne pouvaient qu'en vacances. Autrement, je peux vous proposer un atelier, si vous voulez, pour apprendre une technique qui est très intéressante, une technique pour décharger l'excès de tension lié à toutes ces oui, mais non, mais comment, mais... Voilà. Qui est basée sur une série de mouvements du corps, d'exercices du corps, pour retrouver le mécanisme du tremblement et pouvoir évacuer à travers le tremblement. Le tremblement est essentiellement l'expression de la peur. Et si nous acceptons ce tremblement, que nous n'avons pas peur de trembler, on peut évacuer de tension physique et le corps lui-même, après, va récupérer. Évidemment, je suis claire et sincère, en fonction du traumatisme, du degré de trauma que vous avez, ça ne sera pas suffisant. Il peut être nécessaire un accompagnement pour la partie émotionnelle et mentale. Pour certaines personnes, c'est le mental qui est le plus dur à apprivoiser. Le mental revient constamment avec des images. Pour d'autres personnes, c'est plus l'émotionnel, c'est-à-dire l'expression de ce que je ressens qui est mis en difficulté. Pour d'autres personnes, c'est plus le physique. Mais dans tous les cas, le physique, on commence par le physique, on récupère la confiance dans le ressenti, dans le corps, dans les mécanismes d'évacuation, d'une manière douce, simple. Bien merci, nous ne sommes plus, pour ceux qui ont vécu il y a 20 ans, c'était des techniques plus hardes. On avait des techniques plus hardes. Maintenant, on a beaucoup avancé, les techniques sont beaucoup plus douces, progressives. Cette notion de rythme, d'oscillation, on travaille beaucoup en ostéopathie, ces mécanismes d'oscillation, récupérer la conscience du mécanisme d'oscillation dans le corps. Qu'une sensation désagréable peut monter,
Mais si on accepte et qu'on peut la canaliser, elle va passer. Ce n'est que de l'énergie qui a besoin de sortir sous forme de tremblement, de chaleur, de fourmillement, transpiration, des rots aussi, des gargouillements. Et ensuite, la tension s'évacue et c'est passé. Voilà, ne pas avoir peur, ça monte, ça s'évacue, ça passe. Voilà, puis on se repose. Et une fois qu'on va mieux, voilà, c'est le rythme. Ce rythme si important qui n'a pas été reconnu, aidé. Marie-Jeanne qui a beaucoup collaboré avec les jardins d'enfants de l'école de l'Arc-en-Ciel. Hein, vous teniez beaucoup compte du rythme pour l'enfant, que l'enfant puisse être dans son propre rythme. C'est vital pour avoir confiance en soi. Et dès qu'on ne peut pas boire quand on a soif, se reposer quand on a besoin, reconnaître les rythmes intérieurs, on n'est plus en connexion avec le corps et on est manipulable. Ça, c'est le vrai fond de la vérité. On est beaucoup plus facilement manipulable. Vous savez très bien que quand vous êtes à bout, on n'est plus maître de soi, on fait n'importe quoi, on est influençable. Hein? Et on devient agressif. Et on devient agressif. Oh, oui. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. J'aimerais entendre vos interventions, si vous en avez. Donc, dans le contempler la violence par rapport aux enfants, tu as une petite phrase sur les films, Internet, les jeux tellement passionnants de tuer. Ouais, sur la question. Ou d'autres. Alors, ce qui est évidemment, c'est un. Tu as bien vu la problématique qui se pose dans ces cas-là, si on entretient ça. Maintenant, il faut penser que si les enfants vont vers ça, c'est qu'ils ont de la violence à l'intérieur. C'est un mécanisme d'appel au secours pour dire je suis dans un monde comme ça, qu'est-ce que je fais? Des fois, c'est un exutoire pour eux. C'est le seul endroit où ils peuvent manifester leur agressivité sans plus de danger. Pas seulement, après la PS4, ils sont reliés à plusieurs, donc c'est aussi un réseau. Il y a aussi des choses positives, enfin, il n'y a pas que ça, même si c'est très... Pardon, moi, mon fils a 13 ans, il est en PM, il est aussi sur la PS4, mais à la fois, il y a cette mise en réseau qui peut être chouette aussi pour des enfants, même si ça... C'est ça qui est aussi un indicateur, c'est-à-dire que quand on a perdu la capacité à entrer en relation quand notre société ne nous donne pas des moyens, des lieux, des endroits où on peut entrer en lien. On a perdu le bal du vendredi soir, on allait tous ensemble aider un voisin, on a perdu les enfants et jouer ensemble dans la rue, on a perdu plein de choses comme ça, les réunions familiales des cousins, on a perdu tout ça. Donc l'enfant, on a besoin de se construire dans le social, et c'est le seul qui trouve, parce que quand ils vont à l'école, il n'y a pas de lien entre les enfants. Et quand ils font de la récré, qu'est-ce que c'est à la récré? C'est seulement un moyen de décharger. Ce n'est pas un moyen d'entrer et d'apprendre des jeux coopératifs ensemble, des jeux non violents. On ne nous enseigne pas depuis tout petit, on nous met un bébé de moins de 3 ans qui n'a pas la capacité d'interagir, qui doit apprendre à le faire avec un autre bébé à côté, et on les met à côté, puis on fait rien, on fait plus rien. À la place d'aider à interagir, oui, amis, en douceur, amis, on met la main comme ça, depuis tout bébé. On met la main du bébé, ami, on lui ouvre la main, on l'aide à ouvrir, ami, etc., etc. Mais c'est pas grave, on a compris, on peut faire quelque chose. Commençons par nous. Commençons par nous. Et il y a plein de personnes bien placées, intéressantes, ça commence à être connu. Vous êtes là, c'est merveilleux, ça y est, on va pouvoir renverser ce processus qui rend notre société malade et qui se perpétue. Parce que je vis de la violence, je suis violent avec celui qui est... Et donc ça se perpétue. Le chef est agressif avec le travailleur est avec la femme est avec le chien. Et le chien, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Il tombe malade sur son os. Oui, qui dit chien, c'est la nature, hein? Oui. La nature. Et la nature se secoue.
Et la nature, elle met des limites, oui. Ouais.